la radiodiffusion qui redevient ORTS, Office de Radio-Télévision du Sénégal. À partir de 1990, on voit la première radio privée émettre. Il s'agit de Sud FM. Depuis lors, plusieurs radios. À la suite de ces radios privées, un réseau de radios communautaires commence, n'est-ce pas, à se faire jour dans notre pays. Ce qui pose aujourd'hui la question de l'audiovisuel. Récemment, les débats ont tourné également autour de l'accès aux fréquences télé et même aux fréquences radio. Parce que justement, le prétexte de la discussion du Haut Conseil de l'audiovisuel, c'était le discours religieux en rapport avec l'accès aux fréquences ou même l'attribution des fréquences. Donc, Latif, vous qui avez assisté, vous qui avez été même partie prenante dans ce processus, parce que je crois savoir que vous avez prononcé à cette occasion une communication, comme on le dit, sur publicité et régulation. De façon globale, quel était le cadre? Bon, je ne peux pas parler au nom du ACA qui avait organisé cette manifestation, mais vous permettrez que je rectifie pour donner précisément le thème de la rencontre. Il s'agissait plutôt de la régulation au Sénégal, les acteurs et leurs responsabilités. Le discours religieux n'a été qu'un thème qui a été abordé lors de ce colloque qui a duré 2 jours. Il y a eu 3 communications majeures qui ont été proposées et il y a eu des débats autour de ces 3 communications. Il est vrai que la communication d'ouverture, c'était le discours religieux et la régulation, notamment dans les services de l'audiovisuel au Sénégal. Et ça a été discuté lors de la première journée, le matin. Il y a eu ensuite une autre approche de la question relativement à la publicité et à la régulation au Sénégal. Et un 3e débat, aussi majeur, aussi important, jeu démocratique et régulation au Sénégal. Donc, pour ne pas être trop réducteur par rapport au discours religieux, il faut dire que ça n'a été qu'un aspect qui a été débattu pendant une demi-journée et ensuite on est passé à 2 thèmes. Je pense simplement que le ACA a compris que la dimension de la régulation dans le jeu démocratique de manière générale est une dimension qui est très, très importante. Il est vrai que dans les principes, nous acceptons le jeu de la démocratie, mais dans l'application de ces démocraties-là et dans l'application, dans les faits, surtout en matière de radio et de télévision, on voit la réalité, vu la réalité, qu'il se passe un certain nombre de choses qui sont tout à fait en porte-à-faux avec ce qu'on aurait souhaité, avec un bon esprit démocratique, notamment le discours politique, le discours religieux et même la pratique de la publicité au Sénégal. Donc il était de bon ton et de bonne loi qu'une réunion de cette nature se réunisse et mette en rapport dans un cadre de discussion assez vaste, société civile, ONG, partis politiques, acteurs et professionnels. Je pense que les débats ont été très 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 importants. Mais bref, il faut dire que c'est un débat dans une discussion très large et qui va encore continuer tant que nous serons une démocratie et que les médias vont fonctionner dans le pays. Mais ce que je veux savoir, est-ce que si la thématique religieuse a pris le dessus, en tout cas du point de vue de la relation des médias sur les autres aspects, est-ce que ça ne peut pas vouloir dire qu'au fond c'était ça le prétexte? Bon, écoutez, pour le penser, mais enfin simplement parce que ça soulève beaucoup plus de passion dans le contexte où on est actuellement, avec malheureusement ce qui s'est passé à Touba ces 2 jours derniers, avec la médiatisation à outrance de ce problème-là, et également par rapport au Gamo et au Magal qui sont déroulés il n'y a pas longtemps. Effectivement, ça a déchaîné des passions, comme toujours la religion déchaîne des passions partout. Mais je dois à la vérité de dire que le discours religieux et la régulation n'a pas dominé du tout les débats. Il a été circonscrit dans une matinée et les autres débats également ont pris autant de temps et ont déchaîné autant de passions. Je pense même que la démocratie et la régulation a été beaucoup plus passionnante du point de vue du débat que l'a été d'ailleurs le discours religieux. Parce que le discours religieux, pratiquement tous les acteurs qui étaient là étaient d'accord pour dire en réalité il y a un certain nombre de choses qui se passent à la télévision en matière de religion, et les gens ont estimé qu'on avait plus un discours confrérique plutôt qu'un discours religieux, en essayant de faire une distinction assez subtile entre ce qu'on considérait comme étant un discours religieux tendant à expliquer aux citoyens les religions, ce que ça signifie, la pratique de ces religions, ce que je considère comme étant un aspect très important d'ailleurs du discours religieux, parce que on ne peut pas pratiquer une religion si on ne la connaît pas. Mais au-delà de ce discours qui tend à éduquer les gens
à enseigner la morale, parce qu'au fond, on vit dans une société où il y a une morale, et heureusement, je pense que les citoyens, qu'ils soient chrétiens, catholiques, musulmans, animistes ou je sais pas, on a besoin d'une certaine morale dans la société, un équilibre dans la société. Et toutes les religions, que je sache, enseignent des règles morales qui me paraissent tout à fait en conformité avec ce que nous voulons faire à notre... mais la télé serait le canal le plus approprié? Maintenant, ça, c'est un autre problème. En revanche, les gens ont considéré qu'il y avait des dérives du point de vue du discours tel qu'il est organisé à la télévision, par les confréries, par l'islam confrérie, qu'on a du mal à distinguer de l'islam chez nous, mais malheureusement qui a été une entité intégrante. Faut-il s'en réjouir ou faut-il s'en plaindre par rapport en tout cas à un certain nombre de pratiques? Toujours dit que moi, je n'ai pas d'idée fixe par rapport à ça. Que ce soit le religieux ou le syndicaliste ou le politique ou le journaliste, je pense que tout discours qui a tendance à être un discours intolérant, extrêmement radical, dans sa formulation, dans sa conceptualisation, son objectif, tous ces genres de discours sont à bannir, qui procèdent de marabouts, de journalistes, qui soient. Je dis le discours ethnique radical, le discours religieux, quel qu'il soit, doit être banni des antennes de télévision et de radio au Sénégal. Je pense que le discours religieux a été un prétexte qui était bon, mais il n'est pas le seul discours qui est inquiétant en tout cas à la télévision ou à la radio. Jacques Habib, vous êtes spécialiste donc en communication, mais Latif, lui, il est aussi acteur tout en étant spécialiste. Vous réfléchissez sur ces processus-là. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui est inquiétant sur la scène de l'audiovisuel? Mais Racine, c'est tout à fait inquiétant et je suis d'accord avec Abdoulatif qu'il y a une sorte de dérive, souvent qui ne dit pas son nom, et que l'État doit prendre à cet égard toutes ses responsabilités. Je m'en vais donner un certain nombre d'exemples. Prenez par exemple le cas du discours religieux dont on vient de parler. Je pense qu'il y a trop de discours religieux, que ce soit à la radio, à la télévision, à partir de 23h. En général, quand vous écoutez, c'est beaucoup de prosélytisme, et ce prosélytisme a surtout rapport avec le discours confrérique, le discours de positionnement. Vous avez même des individus qui font partie de familles. Dès lors qu'ils invitent la télévision, elle doit aller se prosterner devant la cour, caméra, tout bagage, etc. Et tout ceci sur le dos du contribuable sénégalais. Je me rappelle que l'année passée, dans le cadre d'une discussion privée avec M. Mamadou Diop Decroix, qui était alors ministre de la Communication, il s'était plaint du fait que le budget de la radio et de la télévision était véritablement mis à mal par toutes ces interventions intempestives qu'on impose très souvent à la télévision ou à la radio. Il faut que ça cesse, et à cet égard, je crois qu'il appartient au ministère de la Communication, à l'État, de prendre ses responsabilités. Deuxièmement, moi-même, c'est la première fois que j'en parle d'ailleurs, mais c'est juste pour illustrer mon propos. Je suis le petit-fils de Samori Touré, qui a été un très grand empereur, comme vous le savez, ça a été le Tchaka de l'Afrique de l'Ouest. La mère à ma mère s'appelle Diankha Touré. C'est la fille de Samori. Est-ce que cela me donne pour autant des droits? Est-ce que je dois le clamer d'ailleurs? Je ne le clame pas, mais je donne un exemple absurde. Est-ce que cela doit me donner plus de droits que quiconque ici? Pour violer la loi, faire les choses comme on ne devrait pas les faire. Donc je crois qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités. Là, vous voulez dire quoi? Pour être plus explicite. Écoutez, vous voulez dire qu'il y a des gens, parce qu'ils sont fils de Khalif ou... mais absolument, je pense qu'il y a des gens qui, parce qu'ils sont d'une certaine famille, ou bien parce qu'ils appartiennent à un certain pouvoir lignagé ou religieux, etc., je pense, abusent les Sénégalais. Et abusent, n'est-ce pas, l'État. Ils abusent toute la communauté. Je crois que ces dérives doivent arrêter. Je crois que les Sénégalais... Hier, j'étais dans une petite localité, pas très loin d'ici, et je me suis arrêté parce que les gens discutaient de façon très passionnée, justement, sur ce cas que l'on vient d'évoquer, le cas très malheureux, tragique, et je suis désolé que cela ait pu arriver, de Khadim Bousso. Et les gens ont dit, mais écoutez, bon, cette question-là relève, n'est-ce pas, des prérogatives de l'État. L'État aurait dû prendre ses responsabilités depuis très longtemps, mais ne l'a pas fait.
Pourquoi a-t-on attendu 9, 10 jours, hein, peut-être plus, pour régler une question qui ne devrait pas, n'est-ce pas, être une question en soi? Je crois que donc là, il y a, comme le disait Latif tout à l'heure, des responsabilités que l'État devrait prendre en fonction de ce que c'est le peuple qui élit un président de la République. Le président de la République élit son gouvernement. Lorsqu'il y a manquement à la loi, on ne doit jamais hésiter et se dire qu'il y a des Sénégalais un peu au-dessus de la loi et qu'il faut prendre les gants. Et transposer sur l'audiovisuel. Écoutez, moi, je considère que l'islam confrérique est une composante aujourd'hui essentielle. Cet islam confrérique a été essentialisé dans la pratique de la religion au Sénégal. Et comme tel, on ne peut pas l'évacuer dans l'existence et dans l'organisation de la pratique de notre religion. En revanche, moi, il ne me gêne pas, personnellement, que certaines familles, parce qu'en toute chose, il y a toujours des leaders et une élite qui est reconnue comme telle et qui a la voix pour parler. Ça ne me gêne pas qu'une famille, peut-être si c'était la mienne, bon, c'est bien, je suis petit-fils moi aussi de Mabadiaro, pour autant je parle plus de droit que le fils de Lat-Dior ou celui qui n'a pas un grand-père connu. C'est pas ça qui est essentiel de ce point de vue-là. C'est qu'est-ce qu'on est en train de dire à la télévision ou à la radio. Quel est le discours qui est tenu par rapport à un certain nombre de choses. Je le dis en pensant à un fait pour moi qui est important. La nécessité de conserver la cohésion nationale, le tissu national qui est en voie de construction. Aucun discours ne peut avoir droit de citer sur un médium quel qu'il soit, privé ou public, un discours qui est de nature à fragiliser cette unité nationale en voie de construction. C'est ça. C'est ça, Latif, si tu permets, sur ce point précis. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il faut ajouter que d'un point de vue simplement factuel, nous venons de procéder à une analyse du contenu de la télévision. Je vous assure que l'État est en train, ou le gouvernement actuel, l'image du président Wade d'une part, celle des ministres de la République d'autre part, et ensuite toute cette cohorte de différents directeurs, etc., tend à prendre le devant de la scène médiatique et télévisuelle en particulier. Si bien qu'on peut dire aujourd'hui, et c'est le fruit de nos conclusions, nous allons publier ce livre très bientôt, dans peut-être 2 ou 3 semaines, on peut dire que à l'heure actuelle, le modèle, n'est-ce pas, médiatique qui est mis en œuvre au Sénégal est un modèle autoritaire. Il y a une dérive autoritaire, c'est un modèle propagandiste. C'est-à-dire, lorsque vous prenez 100 unités d'information, les 40 entrées à l'extérieur, dans les 60% d'unités d'information concernant le Sénégal, les 95% concerne l'État, concerne la propagande, puisqu'il n'y a jamais d'équilibre. Vous ne pas quand même vulgarisation des programmes de l'État avec propagande, forcément, non? Non, mais disons que la vulgarisation des programmes de l'État, justement, c'est là où se trouve le problème. Il n'y a pas, on ne fait pas la part des choses. Lorsque l'information est donnée, elle n'est jamais équilibrée. C'est-à-dire lorsque Madame de la Santé ou Madame ministre de la Famille inaugure ou fait construire une case foyer ou une case, ça c'est une réalisation du gouvernement, mais c'est récupéré par ailleurs politiquement. Exactement, c'est récupéré par ailleurs politiquement, on ne voit que cela, etc. Et on ne prend même pas le soin d'aller dans la population ou de voir d'autres leaders d'opinion et de leur demander, ou des spécialistes, ce qu'ils pensent de cette case des tout-petits. Donc Latif, même pour revenir un peu au séminaire du HCA, il s'agissait plus du discours aussi de religieux à la télé, et il s'agissait plus pour moi d'espace également, parce qu'en disant simplement discours et régulation, discours religieux et régulation, on fait aussi l'impasse sur l'espace et le temps d'antenne, comme on parle de télévision, occupé par les confréries, pour ne pas dire la religion. Avant de revenir sur... Je reviens sur mon idée de départ que si on parle en termes de temps d'antenne, figurez-vous qu'à la télévision nationale, il y a un jour qui est réservé à la télévision. Donc on ne peut même pas dire, du point de vue de l'occupation quantitative de l'antenne de la télévision, que la religion occupe plus de la télévision. Mais si vous faites la sommation de tous les programmes qui sont produits au Sénégal, réalisés à part le journal télévisé, vous vous rendrez compte qu'en fait, il n'y a qu'une production, entre guillemets, qui est le fait religieux. Hein?
excusez-moi, à part Gourgounou, hein. Regardez, c'est les téléfilms, ensuite c'est les films qui sont balancés par ses filles, etc., etc. Bref, pour dire quoi? Pour dire simplement que moi, du point de vue quantitatif, je ne suis même pas sûr que les religieux occupent une place plus que de raison à la télévision nationale, parce que c'est le cas qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est le jeudi et que je vois où il y a une occupation, mais vraiment extraordinaire de l'antenne. C'est moins le fait que les religieux occupent l'antenne qui est en cause, mais ce qui est débité pendant les 4 heures de la télévision, quand on est dans ces gang meetings ou dans ces auto-célébrations de famille qui à mon avis, choquent même les téléspectateurs plus qu'ils ne s'y intéressent. En général, si on regarde, en fait, c'est une poignée d'individus appartenant à une confrérie bien précise qui est en vedette de la télévision qui va regarder. Et encore, même parmi ces gens-là, je suis certain qu'il y en a certains qui auraient préféré regarder un film Terra Nostra ou autre chose. D'ailleurs, ça se voit quand les religieux passent et qu'on ne passe pas les films, les gens sont, chez vous, chez moi, un peu partout, les gens sont pressés que ça quitte l'antenne. Pour revenir sur un fait, ce qui est en cause, à mon avis, fondamental, considérez par exemple que la veille du Magal de Touba, comme du Gamou de Tiawan, on a créé de toute pièce à la télévision nationale des journaux pour le Gamal, pour le Magal et des journaux pour le Maouloud de Tiawan. Pourquoi on ne l'a pas fait pour Kaolack? Un journal qui viendrait de Kaolack directement. Mais parce qu'il y a une confrérie. Et c'est la Tidjania qui est là-bas. Pourquoi on ne le ferait pas de ces chaînes chez nous? Voilà ce que je dis, que voilà des choses, on n'en a pas besoin du tout, et qui peuvent être de nature à faire croire aux autres qu'il y a un problème. Pourquoi demain, à Popunguine, on ne ferait pas des journaux en direct de Popunguine? Et ensuite, aller à l'église baptiste, les protestants, pour faire des journaux à la veille de la célébration religieuse. Comme on ne peut pas multiplier religieuse et avec telle obédience confrérique, là c'est clair. Si j'étais président, donc avant même le discours par rapport même au... Mais pour préciser ça, si j'étais président de la République de ce pays, je serais certainement banni, parce que j'aurais interdit par loi toutes les radios à caractère religieux ou ethnique. C'est une option. Une radio qui se déclare, je ne dis pas qu'il utilise un véhicule particulier, mais qui s'identifie comme étant une ethnie, fait de l'intégrisme ethnique, je les aurais interdits. Anticonstitutionnel. C'est anticonstitutionnel. De l'intégrisme confrérique. Je l'aurais interdit. Mais ça c'est une réalité, je suis d'accord avec vous. Mais en revanche, maintenant, une fois que la radio est en place, je pense que le devoir, dans certains cas d'ailleurs, ces radios n'ont même pas de fréquence. C'est des fréquences qui ont été attribuées à d'autres, qui les ont détournés et mis au profit de ces radios-là pour qu'ils existent. Oui, ça, je confirme la vérité. Parce que j'ai entendu les ministres lui-même s'en plaindre. Mais c'est la vérité. Mais il n'y a même pas interdit, il y a suffisamment à dire. C'est-à-dire que tu peux, on est dans un pays, Habib, bon, parce qu'il jouit d'une certaine confiance, probité, il introduit une demande d'autorisation pour avoir une fréquence et ensuite la céder pour une autre utilisation. C'est inacceptable. Je pense que pour aller plus au fond des choses, moi je vais mettre les pieds dans le plat. Le chef de l'État, et Latif le sait parfaitement, il sait parfaitement de quoi je parle ici, nous a tous convoqués, un petit groupe restreint, en demandant de l'aider à piloter la réforme du secteur audiovisuel au Sénégal. Avant même qu'on ait fini notre rapport, le président de la République a commencé à poser les éléments de sa réforme. Donc, je pense que la responsabilité du chef de l'État est entière dans la situation que nous vivons actuellement, dans le désordre institutionnel, le désordre juridique qui prévaut, et l'absence justement on ne sanctionne pas. Il faut que, de ce point de vue, on revienne, n'est-ce pas, à des considérations beaucoup plus, disons, terre à terre, mais beaucoup plus, disons, en phase avec ce que les Sénégalais demandent. Ce que les Sénégalais veulent, c'est qu'il y ait plus d'équité,
dans la distribution des fréquences, qu'elles soient télévisuelles ou radiophoniques. Vous savez, la fréquence radiophonique ou télévisuelle est définie comme un bien public quintessentiel. C'est-à-dire qu'en tant que bien public quintessentiel, il ne peut pas être bradé, il ne peut pas être confisqué par un groupe de Sénégalais au détriment d'un autre ou par un groupe ayant des convictions particulière au détriment de tout le reste. Ça, c'est une première chose. En posant les éléments de sa propre réforme par la création de l'ART, l'Agence de régulation des télécommunications, qui a maintenant le portefeuille de gestion des fréquences, l'État, ce faisant, ne s'est pas donné les moyens de la transparence à travers cette loi. Comme vous le savez, cette loi dit unilatéralement que c'est l'ART qui distribue les fréquences. Mais il faut qu'il y ait les auditeurs, les téléspectateurs ont leur mot à dire. C'est de l'argent public. Il faut qu'ils disent s'ils sont d'accord d'abord avec les programmes, s'ils sont d'accord avec la façon dont les fréquences sont distribuées et qu'ils disent aussi s'ils sont d'accord avec, lorsqu'il y a des conflits, la manière dont les conflits sont rendus. Donc, il n'y a aucune participation de la société civile, aucune participation des associations de consommateurs, des associations d'auditeurs, de téléspectateurs, etc., pour faire un pendant à cette dérive autoritaire, j'allais dire. Donc vous voyez par là, à travers ces deux exemples, que la responsabilité de l'État est pleine et entière. Si le président Wade veut véritablement réformer le secteur audiovisuel au Sénégal, je lui lance un appel, et cet appel, c'est celui de la raison. Il faut que les véritables professionnels du secteur soient réunis, qu'on puisse faire un travail sérieux, qu'on ouvre tous les dossiers et qu'on propose au chef de l'État, n'est-ce pas, libre à lui, il est libre, n'est-ce pas, de prendre ou de ne pas prendre, mais arrêter en plein cours un processus qui avait commencé, c'est dommage, parce que c'était porteur. Il y avait, je pense, autour de cette initiative, les experts qu'il fallait. Il y avait aussi beaucoup de bonne volonté. Nous l'avons fait, de toute façon, sans aucune sorte de rétribution de la part de l'État, mais nous n'avons, à ce jour, pas reçu un seul merci. Même pas par écrit, n'est-ce pas, du président de la République ou de son ancien directeur des communications. Je trouve que c'est inacceptable, si bien que la prochaine fois qu'on nous appellera autour d'une table, mais je ne sais pas quelle serait notre attitude. Mais il y a le code sur l'audiovisuel ou le code de l'audiovisuel, il sera bientôt présenté, je pense, aux autorités. Est-ce qu'il s'agit de ce code-là? Mais ce code, je n'en ai pas pris connaissance personnellement. J'en ai entendu parler. Peut-être que Latif pourra éclairer notre lanterne. Mais quelle que soit la nature des lois qui sont prises, je crois qu'il faut qu'on prenne l'habitude, que l'État prenne l'habitude d'assurer à travers les lois qui sont prises une sorte d'équilibre entre les différentes expressions du pouvoir étatique, c'est-à-dire entre le judiciaire, n'est-ce pas, le législatif et l'exécutif. Comment ça se passe pour l'attribution des fréquences? Je comprends les préoccupations de Habib par rapport à cette fameuse commission de départ qui avait la prétention, en tout cas, d'aider par un travail de réflexion scientifique, si on peut l'appeler ainsi, accompagner un processus de réforme. Ma conviction après 2 semaines, parce que j'avais le privilège d'être dans cette commission-là avec Habib, je suis parti de moi-même, parce que moi, c'était très simple. D'abord, les professionnels eux-mêmes n'en voulaient pas. Et ça, c'est une réalité. Il ne faut pas non plus qu'Habib taise cet aspect des choses. C'est important. Les professionnels de ces pays, tel que ça a été conçu au départ, n'en voulaient pas. Parce que j'en ai la conviction profonde. Il y en a même qui étaient partis jusqu'à mettre en cause le statut de certaines personnes, en l'occurrence moi, sur un travail de réflexion qui était global, sous un fallacieux prétexte que j'étais membre du Sud Communication. Or, j'y étais simplement en ma qualité d'intellectuel, de quelqu'un qui réfléchit, en tout cas qui va même réfléchir au-delà de notre frontière, parce que parler des choses, il faut dire les choses telles quelles. Je suis expert des Nations Unies, j'ai réformé dans d'autres pays. Et c'est vrai, certains ont mis ma qualité en cause, on a dit ouais, il appartient au groupe Sud Communication. Le groupe Sud Communication n'a pas besoin de ma présence en cela, et en cela, Habib m'a écrit une lettre pour d'ailleurs être en accord avec mes confrères par rapport à ça. Et moi, j'ai compris dès le départ que le président, ce n'était pas l'idée d'un président de la République. Et je dois rendre hommage ici à Chérif El Balissi, d'ailleurs, qui s'est battu pour qu'aucune réforme dans ce pays ne soit entreprise sans qu'il y ait un travail de réflexion en profondeur. Et c'est Chérif qui nous a cooptés, nous tous, y compris Habib. Mais Chérif, pourquoi il est parti? Oui,
Mais parce que la vision qu'il avait de la chose, l'approche qu'il avait de la chose en profondeur par rapport aux réformes, n'a jamais été celle du chef de l'État. Et c'est pas étonnant qu'il soit remplacé. J'aime bien mon ami Babacar Diagne, qui le remplace, qui était à la télévision nationale avant. Il y a des symboles qui ne trompent pas de ce point de vue-là. Il est parti. Et moi, je le rends hommage. Il s'est battu pour tout ce qu'il a pu faire. On l'a remercié, il est parti. Bien parce que c'est un ami personnel que je le dis. Mais parce que j'étais impliqué, j'étais au cœur de cette affaire-là. Le chef de l'État, le gouvernement n'en a jamais voulu de cette affaire-là. Nous y avons cru. Mais malheureusement, ils n'en voulaient pas. Et même les confrères d'ailleurs. Il me souvient d'ailleurs, c'est un nombre de confrères qui disait, notamment certains responsables du Saint-Puy, à quel titre ces gens-là ont été choisis. Pourquoi ils ont été choisis. Bref, c'est pas ça qui est important aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que toutes les lois du pays, je veux bien, mais pourquoi Habib devrait croire que l'audiovisuel va faire exception au pays? La loi sur le commerce, la loi sur le machin, aucune loi n'est prise dans ce pays-là par un processus impliquant la société civile. Et c'est pas que la télévision ou la radio ou la presse. Est-ce qu'on a consulté les hommes d'affaires sénégalais? Est-ce qu'ils ont eu des positions fermes, élucidées par rapport à toutes les réformes qui s'annoncent à partir du 6 juin sur la réforme fiscale, sur la mise en place de l'APIC, etc., etc. Non. Et ça, si on pose le problème, on doit le poser en profondeur par rapport à une politique globale d'approche des problèmes de la société. Je sais, dans certains pays que nous prenons souvent en référence, quand il y a une séance d'attribution des fréquences, c'est un long processus avec des auditions publiques. Les gens même viennent dire ce qu'ils pensent par rapport aux candidats qui sont prétendants. Et ça, on tient compte de ce processus-là. Mais on devrait en arriver là. Je comprends le professeur Habib Sy, rigoureux qu'il est, intellectuel affirmé, il a toujours envie de ces choses-là, mais je n'aime pas trop. Vous savez parce que c'est pourquoi? Il faudrait que nous comprenions les politiques qui sont en place et ceux qui ont en charge ces politiques. J'ai réfléchi depuis 3 ans sur l'alternance. Bon, j'ai une conclusion par rapport à ça. Il n'est pas... Depuis 3 ans. Non, je le rendrai public. Il n'est pas dans les objectifs de ce gouvernement-là, ni du régime en général aujourd'hui, je crois, et je le pense et je le dis, d'envisager les choses autrement qu'elles étaient avant. Les socialistes l'ont fait, nous le faisons, so what? Well, so what? Quel que soit... Non, laissez-moi voir. Pour eux, so what? Dans ma tête, c'est pas so what. En disant cela, et en se positionnant comme tel, mais ils se condamnent eux-mêmes. Pourquoi ils se condamnent? Parce qu'ayant condamné et critiqué ce que les socialistes faisaient, si aujourd'hui, ils revendiquent le droit de le faire parce qu'eux le faisaient les socialistes, ça veut dire qu'ils se condamnent. Ils font pire. Alors, de ce point de vue, moi, je n'ai aucune illusion par rapport à ça. C'est le combat pour la démocratie. Ma conviction et ma conclusion sur ce point, c'est pas l'alternance, mais c'est une deuxième alternance, une troisième alternance, une quatrième alternance probablement, pour que les gens comprennent que les engagements qu'ils prennent avec les citoyens, c'est des engagements qu'ils doivent traduire dans les actes demain et qu'ils soient jugés à échéance et qu'on les renvoie si besoin en est. Bon, parce que là, quand même...